Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon preview de l'UFC Tampa Bay. C'est un Fight Night, je pense que c'est l'UFC en ESPN plus 19, là, de quoi de même. Super mélangeant ça, mais ça oppose Joanna Jędrzejczyk à Michelle Waterson dans le combat principal. Un combat principal non sans drama, parce que là, cette semaine, on a appris que Joanna allait peut-être pas faire le poids, puis il y avait des talks pour savoir si ça allait être un catchweight, si ça allait être repoussé, si ça allait être ci, si ça allait être ça, on savait pas trop donner de la tête. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire jeudi soir, vous écoutez ça vendredi matin, mais j'enregistre cette vidéo là jeudi soir. Le combat a lieu, là. On va le savoir demain matin à la pesée, on va avoir plus de détails, mais à date, le combat a lieu, tout va arriver tel que prévu, et je suis là pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour ce combat-là, mais les 13 autres combats sur la carte aussi, une carte de 14 combats. Ouh, ça fait des combats, ça. Mais elle est pas mauvaise. Elle est bizarrement faite, cependant. Ça, je dois vous l'avouer. Vraiment bizarrement faite. Il y a des combats sur la carte principale que je me disais, hein, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça fait là? Puis il y a des combats sur les préliminaires qui auraient dû être sur la carte principale. Donc, on y va. On analyse les positions complètes pour chacun de ces combats-là. Et le premier d'entre eux, c'est le combat principal. Joanna Jędrzejczyk, Michelle Waterson. Et puis, peu importe les ennuis de poids, nanana, tout le monde parle de ses nouveaux seins d'ailleurs à Joanna là, par rapport à ses ennuis de faire le poids. Puis c'est sûr que quand tu as toujours eu beaucoup de difficultés à faire 115 livres, même en étant une planche et en n'ayant aucune boule, c'est sûr quand tu te fais poser une belle paire de seins, ça devient peut-être plus difficile de faire 115 livres, surtout pour une fille qui est probablement, je vous dirais, une 125 livres naturelle. Mais elle a essayé sa chance à 125 livres pour le titre face à Valentina Shevchenko, et puis ça a donné comme un peu tout leur combat de Muay Thai. C'est quand on était à distance puis ça échangeait coup pour coup, on pouvait presque donner l'avantage à Joanna, mais dès que la distance était fermée, Madame Shevchenko ça servait de sa force physique est absolument incroyable, puis du fait qu'elle est quand même une bonne 125 livres, je vous dirais, elle qui était une petite 135 livres mais qui compétitionnait pareil avec Nunes, c'est les meilleurs au monde à ce poids-là. Et sa force physique est incroyable. Elle a réussi à lander des trip takedowns sur Joanna. Puis c'est comme ça qu'elle a gagné ce combat-là. Et c'est comme ça que Michelle Waterson va devoir gagner ce combat-là, on s'entend. Coup pour coup, debout. Il y a personne qui rivalise vraiment avec Joanna. Il y a Tug Rose qui l'a fait, mais c'est tout. Et puis Tug Rose, le premier combat, c'est son power qui a juste surpris Joanna. Son deuxième combat, elle n'a pas réussi à la surprendre avec son power. C'est un combat très serré. C'est littéralement un takedown en fin de combat qui lui a gagné là, ce combat-là pour Tug Rose. Je vois pas Michelle Waterson takedown Joanna Jędrzejczyk. L'affaire avec Joanna, c'est qu'elle est impossible à takedown là, pratiquement. Elle se fait takedown par quelques personnes. Faut vraiment que tu apprennes par surprise là, avec le plus beau setup de l'humanité, ou que tu sois juste genre plus grosse et plus forte physiquement qu'elle dans le cas de Valentina, mais ça arrive pas sinon. Il y a personne qui a takedown. Même Claudia Gadelha a eu toutes les difficultés du monde avec Joanna, et puis ça me porte à croire qu'on va se retrouver avec un combat de 5 rounds debout. Oui, Michelle Waterson est excellente, un très beau style, karaté, des pots kicks, ces choses comme ça, mais tabarnouche, ça va être difficile contre Joanna qui va rester à distance, kicker, se servir de ses mains, juste être très bonne lander, bon volume, être autant bonne en avançant qu'en reculant. Joanna au début sa carrière, quand elle était actuellement ma combattante préférée, c'était une stalker, le pressure fighter stalker qui allait et qui landait du volume sur ses adversaires, contre Jessica Penney, contre Tabarnouche Esparza. C'était des performances absolument incroyables de sa part. Plus elle était championne longtemps, plus elle est devenue une combattante un peu plus calculée, quelqu'un qui va laisser l'action venir à elle et puis réagir à partir de là. C'est encore un style qui marche pour elle, là. On se le cachera pas, à part Tug Rose puis Valentina. Il n'y a personne qui a battu Joanna, jamais. Et puis j'ai confiance qu'elle va réussir à gagner la décision ici. C'est sûr que j'aimais plus son style d'avant. Elle avait l'air d'avoir plus faim. Elle avait l'air de vouloir aller chercher la victoire plus que laisser le combat venir à elle puis travailler avec ce qu'elle avait. N'empêche que d'après moi, si Michelle Waterson ne l'aime pas de takedown dans ce combat-là, ne réussira juste pas à le gagner. Et puis le fait que Michelle est littéralement la plus petite 115 livres dans l'UFC, une 105 livres là, naturelle, qui serait pas la ma championne dans cette division-là si elle avait la chance d'avoir cette division-là dans l'UFC, mais il n'y a juste pas assez de filles à 105 livres pour créer une division, et ça fait que ça va probablement être un combat pour Joanna Jędrzejczyk ici. Je l'ai par décision. On va au deuxième combat de la soirée.
Crone et Gracie affrontent Cub Swanson. Et puis là, ça, entre vous et moi, c'est Striker versus Grappler typique, là, dans le sens que Cub Swanson, oui, est un grappler, oui, il a même sa black belt en Jiu-Jitsu, mais le gars, quand il affronte des personnes qui sont des submission artists dans l'UFC, comme vraiment tendance à se faire soumettre, je vous dirais, en général. Et puis Crone Gracie, ben, c'est tout le contraire, c'est le gars qui a aucun stand-up. Puis oui, s'entraîne avec les frères Diaz, ça, faut lui donner, donc doit travailler sa boxe, c'est un bon athlète aussi en général, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut apprendre le striking art un moment donné. Il y a juste 5 combats pro là, en ce moment, et puis c'est presque dur de pas y aller avec Cobb dans ce combat-là, même si je sais que Crone est sûrement largement favori ici. C'est dur de pas y aller avec Cobb, parce que je sais pas jusqu'à quel point Crone Gracie a la meilleure takedown game. On l'a vu faire le typique Gracie move dans son premier combat. Il est certainement capable de traîner un combat au sol, sans trop réussir un beau takedown, le single leg ou un double leg ou quelque chose de bien clean contre la cage. Juste comme clincher, essayer d'aller fermer ses mains ensemble, puis après ça, mettre tout son poids vers la tête, puis juste essayer de traîner Cub Swanson au sol. Écoute, si Cub Swanson se retrouve par-dessus Crone Gracie, ben, il est dans le trouble aussi, selon moi. Et puis c'est pour ça que je vais avoir Crone par soumission aussi. Je pense que ça peut se passer au premier round. Ça sera à son avantage, en fait, parce que plus les gars vont avoir chaud, plus ça va être difficile de trapper là, Cub Swanson dans une position, mais on s'entend que debout, ça va être difficile pour Crone. Et puis, ça me surprendrait pas que Cobb réussisse à lander de quoi de gros avant, justement, que Gracie réussisse à l'amener au sol et à le soumettre. J'ai quand même Gracie par soumission au premier round ici, mais c'est pas un pic autant certain que je pense que la majorité des gens étaient prêts à faire dans ce combat-là. Ensuite, quand je vous parle de combat nowhere, 155 livres, Mike Davis affronte Thomas Gifford. C'était supposé être Brock Weaver, je pense pour ça que c'est si haut sur la carte. On voulait donner un beau spot à Brock Weaver. Je sais pas ce qui se passe avec lui, le gars. Il a peut-être fait un test USADA. Ça me surprendrait pas de la manière qu'il semble dire ça n'a pas rapport avec ma coupe de poids, je suis pas blessé. Donc c'est quoi la troisième affaire qui fait que tu te fais sortir d'un combat la semaine même d'habitude? C'est soit la coupe de poids, soit une blessure, ou soit USADA. Donc ça c'est mon guess, je le sais pas par exemple qu'est-ce qui arrive avec Brock Weaver. Cependant, c'est Mike Davis qui arrive sur short notice dans ce combat-là pour affronter Thomas Gifford. Puis je suis quand même confiant en Mike Davis qui a juste une fiche de 6-2, qui a pas l'expérience de Gifford, mais qui a pas les défaites de Gifford non plus qu'on a vu perdre contre à peu près tout le monde under the sun, là, même en dehors de l'UFC. Il est arrivé dans l'UFC avec une fiche de 14-7. Il a perdu son premier combat. Il est compétitif, il est all-around Gifford. Je pense que ça peut être un bon défi, mais je pense que la boxe de Mike Davis va être supérieure. Puis il est capable de bien défendre des takedowns. Il est capable de lander ses propres takedowns aussi s'il veut. Lui aussi, c'est un combattant assez complet. J'ai Mike Davis par décision dans ce combat-là. J'ai pas vraiment espoir en la carrière UFC de Gifford. Puis c'est plus ça qui me fait faire le pic que le fait que j'adore Mike Davis. C'est pas vraiment un combattant qui change grand chose dans ma vie. Ensuite, sans casier chez les dames, Mackenzie Dern est de retour après avoir donné naissance et elle affronte Amanda Ribas. Dans un bon combat de retour, là, on se le cachera pas, ça va être un bon duel. C'est une combattante qu'on attend quand même, Amanda Ribas, mais c'est une combattante qui a eu à pas mal amener tout le monde au sol si elle a voulu les battre. Tu sais, comment tu vas faire ça contre Mackenzie Dern, je le sais pas. Mackenzie Dern aussi, elle nous a montré qu'elle est tough. Contre Ashley Yoder, ça avait pas bien été. Elle avait de la misère à lander ses takedowns. Elle avait dû se battre debout pour une longue portion du combat. Puis elle avait quand même réussi à être assez tough pour aller chercher cette décision-là. Donc j'ai tendance à y aller avec Mackenzie ici. Surtout que Ribas, c'est-à-dire être une ground fighter, là, tu sais, dans l'âme. Donc j'ai l'impression que ça va se diriger au sol. Peut-être pas dès le premier round, parce que Ribas, il faut vraiment être louche là, pour aller au sol rapidement avec Mackenzie Dern, mais je crois que dès que ça va aller au sol, ça va prendre la fin de ce combat-là. Donc j'ai Mackenzie Dern soumission, deuxième round. Ça nous mène à un autre combat sur la carte principale chez les 155 livres. Matt de Steamroller Freevola affronte Luis Peña de Violent Barbaros. Et puis ça, c'est un combat qui est difficile à prédire selon moi, pour la simple et unique raison que Freevola est un malade mental. Puis on a vu Luis Peña peut-être avoir des petits ennuis avec son cardio ici en début de carrière. C'est sûr que là, étant un 155 livres, c'est beaucoup entraîné avec Khabib au ATT. D'après moi, c'est quelque chose qui va l'aider parce que Steamroller, c'est un brawler. C'est un brawler à l'état pur, autant debout qu'au sol. Il va toujours aller pour quelque chose, il va toujours être agressif, il va toujours être en train d'essayer quelque chose qui va pouvoir mettre fin au combat. Puis, tu
sais, moi, je pense que si ce combat-là se dirige au sol, c'est là que ça devient à l'avantage de Violent Bob Ross, qui est très bon même en dessous. C'est le fait qu'il est gigantesque, mesure genre 6 pieds 3 à 155 livres, ça fait qu'il y a de très très longs membres. Ces butterfly hooks sont très efficaces pour aller chercher du leverage et ces choses-là quand il se retrouve en dessous. Faites-le un très bon ground fighter. Puis j'ai comme un peu l'impression que Steamroller est tellement agressif qu'il finit toujours par se puncher dans le clinch, puis finit toujours par initier le grappling à cause de son agressivité qui est trop importante. Donc j'ai l'impression que ce combat-là va finir par aller au sol plus souvent que Steamroller voudrait que ça arrive. Puis ça fait que probablement que Luis Peña va gagner, selon moi, une décision aussi. Mais c'est tellement un combat serré parce qu'on a quelqu'un, comme je vous dis, qu'on a vu peut-être avoir des petits problèmes de cardio contre quelqu'un qui est très 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 agressif, puis que même s'il est gazé, il va absolument continuer de faire ce qu'il fait, et ce pendant tout le combat. Donc c'est pas comme un bet que j'irais faire pour Luis Peña ici, mais c'est quand même ma prédiction par décision dans ce combat-là. Ça nous mène au premier combat de la main card. Retour à 185 livres pour Ya Boy, le meilleur ami de Marc-André Barriault, Eric Anders, qui affronte GM3, Gerald Meerschaert, qui justement s'est entraîné avec Marc-André Barriault un peu en prévision de ce combat-là face à Ya Boy. Écoute, regarde, ce combat-là, c'est pas compliqué, c'est l'athlétisme et le power contre le skill. Le problème, c'est que les deux n'ont pas l'autre chose. Dans le fond, Eric Anders est 100% athlétisme, 100% power, 100% brutalité, mais il est pas bon. Sa technique debout n'est pas vraiment bonne. S'il se retrouve au sol avec Gerald Meerschaert par-dessus lui, ça peut très très mal aller, je vous dirais. Puis pour Gerald Meerschaert, il est bon. Il est très bon, c'est un bon combattant, tu le vois. Sa technique debout a pris plus de temps, mais ça en vient. Au sol, il est absolument succulent. Puis aussi, c'est un gars qu'il sait quand il est en contrôle. Puis ça, c'est ça qui est important souvent, d'avoir cette expérience-là, de savoir quand tu es en contrôle. Puis ça y est arrivé, tu sais, contre Trevin Giles, ça a été beaucoup au sol, ce combat-là. Puis il n'a pas eu d'action. Il est resté dans ses positions. Il a gardé ses positions. Puis il n'a pas rendu ça vraiment intéressant à voir. Il n'a pas rendu ça le fun, mais il a rendu ça très efficace. Dans le sens, il perd pas ses positions. Il est gros, il est grinder. Quand il a une belle position, il va tout faire pour la garder. Puis si ça fait qu'il faut pas qu'il soit tant actif, qu'il n'aille pas trop en ground and pound pour pas laisser des opportunités à son adversaire de se relever, il va absolument le faire. Puis il va attendre son opportunité de passer. Puis quand il passe, ben, le gars, il est absolument super dangereux. Donc c'est ça qui va arriver d'après moi dans ce combat-là. Malheureusement, c'est qu'il affronte juste quelqu'un qui est tellement gros et qui est tellement fort physiquement en Eric Anders que je sais pas jusqu'à quel point il va être en mesure d'imposer sa game sur lui. Puis ça va être un malheureux dénouement d'après moi. J'aime bien GM3. Puis là, il est comme un peu affiliated là, à cause de son entraînement avec Barriault pis tout. Mais ça va être dur contre Ya Boy qui est all power, qui est all force, qui est pas vraiment technique, mais qui est juste gros et capable justement de contrôler quelqu'un avec son strength et son athléticisme. Donc j'ai Ya Boy par décision ici dans ce combat-là. Puis que j'aimerais bien qu'il se fasse soumettre. Ça nous mène au préliminaire, la carte préliminaire, dont le combat principal est probablement un des combats les plus intéressants de la soirée. Probablement un combat que j'aurais adoré voir sur la main card. Niko Price accueille James Vick chez les 170 livres. Puis tu parles d'un combat à prendre quand t'es James Vick, ça. Parce que c'est à la fois un combattant pas très bon, je vous dirais, qui risque de perdre contre James Vick chaque moment de ce combat-là, jusqu'au temps où il va nécessairement l'allumer puis le knocker ben raide. Parce que c'est ça qui arrive avec James Vick, puis Niko Price, c'est ça qui arrive avec lui aussi. On l'a tellement vu dans des combats que ça allait pas, qu'il faisait absolument n'importe quoi. Puis là, un moment donné, boom, lance quelque chose, knock Tim Means out cold, puis des affaires comme ça. Puis c'est pas beau ce que Niko Price envoie. C'est pas drette non plus. Puis ça rend difficile sa game pour des bons strikers. Parce que quand c'est pas beau puis c'est pas drette ce qui arrive, ben mon Dieu, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, contre ça? C'est pas, je sais pas, man. C'est juste vraiment très compliqué pour James Vick comme test. Puis j'ai l'impression qu'autant de succès qu'il va réussir à avoir dans ce combat-là, il va finir par se faire allumer un moment donné dans ce combat-là, à un moment ou l'autre. Puis c'est pour ça que j'ai Niko Price au deuxième round par knockout. Ça nous mène à un combat de 205 livres entre Ryan Spann et Devin Clark.
C'est un autre combat assez difficile à prédire, je vous dirais, parce qu'on a Devin Clark ici qui est pas mauvais, mais qui est pas bon non plus. Il y a une game assez simple. Le gars va vouloir être super agressif pour essayer d'amener ça contre la cage, grinder ça là. C'est là qui est vraiment bon puis qui est vraiment efficace face à Span qui peut peut-être être un peu vulnérable à ça, mais qui est gros puis qui est fort puis qui a du power puis que son power transfer dans les later rounds. Et puis c'est ça, je pense, la clé de ce combat-là, le transfer, le power qui transfer dans les later rounds, parce que Devin Clark, il est ouvert, un peu comme Eric Anders, et quelqu'un qui sait comment appliquer sa game, mais qui ne va pas faire ça sans laisser d'ouverture. Puis on a vu Ryan Spann être assez opportuniste avec ces ouvertures-là depuis son arrivée dans l'UFC. C'est pourquoi je l'ai ici par TKO au 3e round. Ensuite, 170 livres. Max Griffin affronte Alex Morono dans un duel de mid-level welterweight. Des gars, tu le sais, sont droits dans le milieu de la division, n'iront jamais plus haut que ça. N'iront pas vraiment plus bas que ça, du moins avant qu'ils commencent à faire l'autre tranquillement pas vite. Mais c'est des bons combattants. Ils ont des fiches de gars de milieu de division aussi. Il y en a un qui est 15-6, l'autre est 16-5. Fait que... je pense que ça va être bon, je pense que ça va échanger. Puis je pense que j'ai Max Griffin dans ce combat-là. Par son agressivité, oui. Par le fait qu'il a l'air d'avoir un meilleur chin qu'Alex Morono, qui se fait pas tant finir que ça, Alex Morono, mais se fait souvent dropper, se fait souvent faire mal. Et puis Griffin est quand même long à welterweight. Il est agressif, il est capable, comme on a vu, de l'under takedown pour changer le momentum. Puis à travers le temps, j'ai l'impression que son combat contre Thiago Alves est vraiment étrange parce qu'il a perdu, il aurait absolument dû gagner. Puis c'est exactement le combat où il a montré justement un peu d'intelligence, un peu de fight IQ dans sa game. Le gars, quand ça allait moins bien debout, landait des takedowns, réussit à faire de belles choses pour changer le momentum. Et puis étrangement, les juges ont fini par donner le combat à Alves pareil. C'est pas une décision que je comprends vraiment, mais c'est ça qui est arrivé, puis c'est dans le passé. J'ai Max Griffin par décision face à Morono. Je pense qu'il va être capable d'en faire plus dans tous les aspects. Ensuite, 125 livres, on a Davison Figueiredo face à Tim Elliott qui est de retour dans la division des 125 livres. Puis ça va être un bon combat. Dans le sens que Elliott est très dangereux au sol, puis s'il réussit à amener ça là, ben il peut pogner n'importe qui dans des soumissions. Là, il avait failli passer un Anaconda Choke à Demetrius Johnson, on s'en rappellera tous. Je sais pas ce qu'il va faire en dehors de ça. Cependant, Davison Figueiredo est un malade debout, puis est un malade assez calculé. Je vous dirais qu'il travaille bien pour pas se faire takedown. Puis anyway, c'est un bon combattant au sol aussi. Si se fait takedown, j'ai pas trop de stress avec lui. Donc j'ai Davison Figueiredo, je pense assez clairement dans ce combat-là par décision. Ça nous mène à un combat chez les 135 livres. Marlon Chito Vera, un de nos combattants préférés, ou un de mes combattants préférés, affronte Andrew Ewell, qui est pas vraiment bon, qui est du bon striking à distance. Aucun takedown defense, cependant, on l'a vu dans certains de ses combats. Ça a été très difficile à cet effet-là pour lui. J'ai Vera, évidemment. J'ai Vera direct dans un Vera match-up où il gagne pas jusqu'à temps qu'il gagne. Et puis, c'est ça qui va arriver avec lui, probablement, via comme un takedown puis une soumission rapide ici. Là. Je pense qu'il va probablement se faire outstriker, il va avoir de la misère avec la distance des walls, il va avoir de la difficulté, il va se faire touch-up un peu. Puis à un moment donné, il va juste trouver le moyen d'amener ça au sol et il va le soumettre assez rapidement. Donc, Vera, soumission, round 2. Ça nous mène à un combat entre Miguel Baeza et Hector Aldana chez les 170 livres. Aldana est arrivé dans l'UFC, il était 4-0. Je me suis dit, il est absolument pas prête. Ça fait 2 combats dans l'UFC. Il est maintenant 4-2. Je me dis qu'il est toujours au top pas prête. Et j'ai Miguel Baeza par TKO au 3e round. C'est juste ça que j'avais à dire. Ça nous mène à un autre combat que j'aurais vraiment aimé voir sur la main card. Marvin Vettori contre Andrew Sanchez. Et puis ça reste la même analyse que la première fois, je pense que c'était quoi, à Vancouver qu'ils devaient s'affronter. Ça avait été annulé là, peu avant, mais bref. J'ai Vettori ici par décision pour le pace. Si tu mets un bon pace sur Andrew Sanchez, tu vas le faire gaz out. On a vu Barrio passer à ça, de le tuer. On a vu beaucoup de gens réussir à causer des problèmes à Andrew Sanchez en affectant son cardio. Et ceci étant dit, je pense que Vettori a peut-être plus d'outils que Marc-André Barrios pour ne pas se faire trap contre la cage, puis se faire lutter là, puis se faire juste grinder, puis se faire outpoint dans cette position-là. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec Vettori ici par décision dans ce combat-là. Et ça nous mène au premier combat de la soirée. JJ Aldrich, Lauren Mueller. Lauren Mueller est
athlétique, mais c'est pas mal tout ce qu'elle a. Ses skills n'y sont pas encore. C'est pas vraiment une bonne combattante UFC. Elle a perdu ses 2 derniers combats. Je pense qu'elle va en perdre un autre. Aldrich, bonne debout, se débrouille bien au sol. Combattante complète, peut-être combattante pas vraiment spéciale là, que tu vois, puis tu vois pas un affaire en particulier qu'elle fait mieux que le reste, mais ça reste vraiment là, une bonne combattante complète qui va avoir absolument les outils pour battre qui déjà? Je m'en rappelais plus, t'as vu quand elle est pas remarquable, Lauren Mueller. J'avais déjà oublié que c'était elle dans le combat. Donc elle va battre Lauren Mueller par décision, JJ Aldrich, et va être la gagnante. Ça complète mes analyses et prédictions complètes pour cette carte-là. Ça complète mes analyses et prédictions complètes. Drôle de phrase. Mais bref, laissez-moi un like si vous avez aimé ça. Si vous avez pas aimé ça, laissez-moi un like pareil. Si ça, il est donc fin avec moi. Sinon, commentaire pour me faire part de vos impressions sur les nouveaux seins de Joanna Jędrzejczyk. Abonnez-vous à MMA Talk partout, le Facebook, YouTube, MMA Talk, sur Instagram c'est The MMA Talk, sur Twitter, The_MMA Talk. Allez visiter le MMAtalk.ca, partagez avec vos amis, et puis on se parle une prochaine fois.